que l'échec a préparé le succès. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. Je veux dire que l'échec est la plus grande université du monde. J'ai besoin de souffrir, j'ai besoin de prendre des coups de pied au cul pour, à un moment donné, réveiller certaines choses. Voilà. Il n'y a pas de règle pour écrire une histoire, ça part d'une envie. À un moment donné, il y a un thème qui revient d'une façon obsessionnelle. On ressasse une idée en permanence, comme ça, on se met à radoter. Et c'est à ce moment-là que je me dis, tiens, c'est dans cette direction que je vais partir. C'est vrai que tout ce que j'aime, j'ai envie de le partager avec les autres. Je veux dire que je ne sais pas garder un secret pour moi. Il y a un métier que j'aurais pas pu faire, c'est espion. Voilà. À un moment donné, on ne sait pas comment les idées arrivent. Je n'ai pas encore pu expliquer, mais à un moment donné, elle vient se planter dans ma tête comme si j'étais un jardin. Et puis moi, je vais me transformer en jardinier, je vais arroser cette idée. Il y a les idées qui poussent et celles qui poussent pas. Il y a des idées qui meurent très vite, comme des feuilles mortes, voilà. Et puis vous avez des idées qui grandissent. Et à un moment donné, donc, je m'empare de ce thème. Et à partir de ce moment-là, je commence un vrai travail. Je note des dialogues, je note des idées de scènes. Les scènes sont plus importantes que l'histoire que je veux raconter. Okay. Parce que les scènes, c'est ce qui est le plus proche du présent. Et le présent, c'est ce qu'il y a de plus jubilatoire. Et je pense qu'un film doit être avant tout une cour de récréation. Moi, j'aurais jamais été à l'école s'il n'y avait pas eu la cour de récré. Il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y a pas la cour de récré. Donc, je pense que le premier commandement d'un homme de spectacle, c'est de savoir offrir une récréation à ceux qui vont vous écouter, qui auront la gentillesse de vous écouter pendant 2 heures. Voilà. Il ne faut pas que le sujet fasse peur, que les idées qu'on va donner vous donnent du travail. Voilà. Et si j'ai réussi la cour de récré, alors une fois qu'on a réussi la cour de récré, qu'on est de bonne humeur, que les spectateurs sont de bonne humeur, on peut leur balancer quelques idées un peu plus prétentieuses. Voilà. Et puis regardez. Voilà. Donc, mais il faut que ce soit naturel. Je déteste partir d'un film de commande. C'est pour ça que j'ai jamais adapté de livre, que j'ai jamais écouté un producteur. J'ai besoin de partir d'une idée à moi, dont je suis fou et qui m'obsède. Et c'est à partir de cette obsession que je commence à faire du cinéma. Moi, je suis un cinéaste amateur. Je fais du cinéma d'amateur. C'est pour ça que les professionnels de la profession m'ont souvent boudé. Et puis, je ne crois pas trop au scénario écrit, parce que le scénario écrit devient une contrainte à un moment donné. Et moi, au moment du tournage, je veux surtout être un homme libre. Je veux pouvoir faire des marches arrière, des marches avant, et puis je veux jouer avec mes acteurs comme je joue avec les gens dans la vie. Voilà. Donc, si vous voulez, la porte est grande ouverte à l'improvisation et en même temps aux figures imposées. Et c'est vrai que quand je vais pas bien, je prends toujours ma voiture, je m'évade. J'ai le sentiment de prendre la fuite, de partir ailleurs, je ne sais pas où. Donc ce soir-là, je suis parti à Deauville. Et au petit matin, j'ai été réveillé par le soleil et une lumière absolument incroyable. C'était d'une beauté folle. En Normandie, il y a des lumières absolument incroyables. Et à marée basse, il y avait une femme qui marchait au bord de la mer avec un chien et un enfant. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? J'ai essayé de trouver une justification à cette promenade matinale. Et puis, j'avais envie de voir le visage de cette femme parce que la silhouette était tellement belle. Je me suis dit, tiens, on ne sait jamais, peut-être que son visage va ressembler à sa silhouette. Et donc, c'est en me rapprochant d'elle que d'un seul coup, le scénario d'un homme et une femme est arrivé dans ma tête. C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. De cette femme qui promenait un enfant et elle voulait en profiter au maximum. Elle est seule, elle vient le voir, l'enfant est en pension. Et au fur et à mesure que j'avançais vers elle, j'ai couru dans un bistrot qui était ouvert à cette heure-là pour mettre sur le papier ce qui sera plus tard un homme et une femme. Mais il y avait l'essentiel, il y avait le scénario. J'ai repris ma voiture, je suis rentré comme un fou sur Paris pour essayer de trouver un producteur qui trouverait cette idée très bonne. Voilà. Donc, si vous voulez,
quelques heures plus tôt, j'avais envie de mourir, et quelques heures plus tard, grâce à cette femme qui avait marché sur une plage, tout s'était éclairci. J'étais sorti du tunnel dans lequel je m'étais engouffré. Après, ce qui m'intéresse, ce sont les personnages. Parce que les personnages, c'est avec eux qu'on va vivre. Ce que j'aime au cinéma, c'est quand le film devient subjectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a pas mal de plans subjectifs dans mes films, il y a pas mal de plans séquences. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai envie que le spectateur cesse d'être spectateur. J'adore quand le spectateur participe à l'histoire, quand le spectateur devient acteur du film. C'est-à-dire que d'un seul coup, il ne se contente pas de regarder. Quand on regarde, on a un regard critique. Quand on est dans l'action, on est dans l'action. Donc j'ai envie que le spectateur, à un moment donné, vienne, monte et s'approprie un personnage, vive avec lui et vive le film et se contente pas de le regarder. Je pense qu'on regarde un film à la deuxième vision. On a un recul et on voit un autre film. Je ne conçois pas les professionnels de la profession, comme dit Godard. C'est bien, ils ont fait des chefs-d'œuvre, hein. Ils ont fait des choses merveilleuses et je les respecte. Mais moi, c'est totalement imprévisible ce que je vais faire. Et puis surtout, je me laisse porter par des images et par des séquences. Je crois plus aux séquences qu'aux histoires. La vie, c'est un film d'Hitchcock. Je veux dire, qu'est-ce qui va m'arriver dans 5 minutes comme on ne connaît pas la date de notre mort? Et moi, je ne veux pas connaître la fin de mes films. La fin va s'imposer d'elle-même. C'est-à-dire que la fin, d'abord, le mot fin n'existe pas. On est dans un mouvement perpétuel, qu'on le veuille ou non. Et donc, si vous voulez, moi, j'aime pas les films qui se terminent bien, ni ceux qui se terminent mal. J'adore les films où il y a de l'espoir. Et donc, je découvre la fin de mes films quand mes films sont finis. Quand les gens me disent quel est le film que vous voulez faire, je dis attendez, je vous le dirai quand le film sera fini. C'est le problème des producteurs. C'est pour ça que je suis devenu producteur. C'est parce que j'étais incapable d'expliquer mes films à un producteur. Ou en tous les cas, je pouvais lui raconter des salades. Voilà. Et donc, à chaque fois, je disais, écoutez, je ne sais pas trop parce que le tournage va être pour moi l'essentiel. Je veux dire que le tournage, c'est le présent. Et le cinéma filme le présent. Donc, c'est sur le tournage que tout se décide chez moi. Quand je fais un film, les rôles peuvent grandir et se réduire. Je veux dire que ceux qui sont en forme, je leur grandis le rôle, et ceux qui sont un peu décevants, je le rétrécis. Donc le film est vivant. Quand Annie Girardot attend Belmondo à la fin d'Un homme qui me plaît, elle ne sait pas s'il va descendre de l'avion. Et je ne le lui ai pas dit. Donc il y a un vrai suspense. Si elle avait lu le scénario qui ne descend pas, elle aurait joué la déception d'une femme. Et là, elle passe par toutes les émotions. Il faut cacher un certain nombre de choses aux acteurs, comme la vie nous cache plein de choses. Je veux dire que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est parce qu'on ne sait pas. On n'a pas lu le scénario de notre vie. Et donc, on est dans ce suspense, et c'est ce suspense que j'essaye de filmer à chaque fois. Tous mes grands succès sont arrivés derrière des échecs. Quand j'arrive sur un plateau, d'abord, j'arrive à voir tout le monde le matin. Et là, je rentre dans la réalité. La météo va être très importante. S'il y a du soleil, il y aura du soleil. S'il y a de la pluie, il y aura de la pluie. S'il neige, il va neiger. Donc, c'est pas moi qui décide de ça. Pourquoi on se sert pas de cette météo et de cet immense chef opérateur qu'est le soleil? Il y a un projecteur. Il éclaire la Terre entière. Donc, mon chef opérateur va être obligé de travailler avec lui. Le cinéma est un art de compression. Il va falloir résumer en 1h30 la vie d'un mec de 50 ans. Donc, c'est de la compression. Donc, c'est l'esprit de synthèse. Et puis, à un moment donné, dans la vie de cet homme de 50 ans, il va y avoir 3 minutes plus importantes que les autres. Il faut les faire en plan séquence. Parce que dans le plan séquence, il n'y a pas de trucage. Vous voyez ? Alors que dans les autres, il y a le montage. Le plan séquence, c'est l'aristocratie de ce métier. Il n'y a rien de plus dur à faire, parce qu'il faut que tout soit parfait. Ça reste aujourd'hui le plan séquence de 10 minutes, sans trucage. Les feux rouges, c'est des vrais feux rouges. Les croisements, c'est des vrais croisements. On n'a pas bloqué Paris. L'idée vient du fait qu'à la fin du tournage, il me restait une bobine de 300 mètres. 300 mètres, c'est 10 minutes. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui serait bien, quel film je pourrais faire
dans la nuit, je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire d'un mec qui est en retard à un rendez-vous et qui va prendre tous les risques pour arriver à l'heure. Donc c'est à la fois le film dont je suis le plus fier et dont j'ai le plus honte, parce qu'il y a dans ce film tout ce qu'il faut pas faire au volant d'une voiture. Mais quand on est amoureux, on fait que des conneries. Je veux dire que donc c'était ma façon à moi de montrer ce qu'est l'amour. Et donc cette idée est venue comme ça, et j'ai dit à mon chef opérateur, bon écoute, on se retrouve demain matin à 6h, je vais accrocher une caméra sur le pare-choc. D'abord parce que c'est un angle merveilleux qui est subjectif de ce que voit la voiture. Ouais, c'est vrai. Ce qu'on voit au ras du sol n'est pas pareil. Et puis je lui ai dit, écoute, je vais conduire, on va voir ce que ça donne. J'avais pris ma femme à l'époque, je lui ai dit, écoute, tu vas m'attendre là-haut, quand je klaxonnerai, tu sortiras du champ, on va essayer de faire un plan séquence avec une vraie histoire à la fin, et je descendrai de la voiture et je te prendrai. Donc c'est moi qui descends de la voiture à la fin. On a fait ça, on ne savait pas que ça ferait un film. C'est une idée comme ça qui fait partie de ces inventions spontanées, de ces coups de folie, et que j'ai pu m'offrir dans ma vie parce que j'étais pas à 300 mètres de pellicule près. D'ailleurs, j'ai fait qu'une prise. Et en plus, j'avais prévu donc le parcours a même été modifié au dernier moment parce que la rue Le Pic était bouchée. Il y avait des poubelles. Donc, au dernier moment, on voit bien que je fais un faux mouvement et je rallonge mon parcours. Rallongeant mon parcours, je me suis dit, je vais pas avoir assez de pellicule. Et là, j'ai pris des sens interdits. J'ai pris des sens interdits pour arriver avec la pellicule qui me restait. Encore une fois, la contrainte sollicite l'imagination. Et tout ça se faisait pendant le tournage. Il fallait que, en même temps, je me disais combien il reste. Derrière, mon chef opérateur, il me dit attention, il reste 1 minute 30 de pellicule. Il reste plus qu'1 minute parce qu'on savait que ça allait décrocher. Ouais. Donc, il fallait absolument que j'arrive à l'heure pour que le plan séquence ait un sens. Parce que si, à la fin, il n'y a pas cette femme qui arrive, il manque un truc. Le film n'a pas de sens. Ouais. Je suis en train de regarder le dernier film de Lelouch, là, c'est vraiment calme. Le plan large, c'est la démocratie du cinéma. Le spectateur regarde où il veut. Le gros plan, c'est la dictature du metteur en scène. Vous voyez ? Et donc, quand on fait de la dictature, il ne faut pas se gourer. Ouais. Sur le plan large, on peut laisser passer des choses, mais pas sur un gros plan, parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Et surtout quand on filme les yeux, comme je l'ai fait dans mon dernier film. La bonne hauteur d'une caméra, c'est à la hauteur des yeux. Ouais. Vous voyez, si moi je me mets un peu comme ça, vous allez être étonné si je vous parle. Ouais. Vous voyez, mais ça s'appelle une contre-plongée. Donc il faut qu'elle soit justifiée. Donc c'est peut-être la vision d'un chien ou d'une souris. Vous voyez, donc s'il y a une subjectivité, il faut que ce soit subjectif de quelque chose. Un mouvement de caméra représente, ça a un sens. Je veux dire, un travelling, ça a un sens, mais en réalité, on se parle d'homme à homme, les yeux dans les yeux. Donc, c'est à hauteur d'homme qu'il faut que les caméras se trouvent. Ouais. Les scènes que je préfère de tous mes films sont celles qui n'étaient pas prévues au scénario. La scène de l'étonnement n'était pas dans le scénario. La scène sous la tente, dans Tout ça pour ça, avec Lucchini, elle n'était pas dans le scénario. Elles viennent spontanément comme ça sur le tournage. Oui, ça vient c'est le tournage qui... le jour où on fait la scène des bonjours, c'était une journée de tournage formidable. On avait réussi 4-5 plans formidables. Jean-Paul était de bonne humeur, Richard, moi aussi. Et à un moment, je leur ai dit, écoutez, ce matin, j'ai écouté un truc à la radio en venant sur le plateau d'un mec qui disait que le plus important dans la vie, c'est de dire bonjour. Je trouve ça formidable. Est-ce qu'on peut partir là-dessus ? Et donc, et sur l'étonnement, et puis on a fait cette scène. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Refais-le, ça. Bonjour. Voilà, je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Voilà, donc ces scènes, elles naissent miraculeusement parce qu'on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Quand Annie Girardot obtient son César dans Les Misérables, c'est à cause d'une scène qu'elle ne voulait pas faire. Je veux dire que le matin de cette fameuse scène, elle vient me voir, elle me dit « Écoute Claude, j'ai plein d'emmerdements à Paris, mon mec me trompe, ma mère est malade, ma fille fait des conneries, j'ai un découvert à la banque, écoute, il faut que je rentre sur Paris, je ne peux pas rester ici dans le Jura, sois gentil,
mets une voiture à ma disposition, je te jure, je reviens demain matin et on tournera. Et je lui dis, écoute, tu fais une prise et tu te barres. Elle était tellement pressée de partir, elle m'a fait cadeau du meilleur du meilleur. Moi, je suis là, je vais crever, on va tous crever bientôt. Alors moi, je vais peut-être crever, moi, tout à l'heure. Alors, je vous demande ça, c'est hors frontière, c'est tout, c'est comme ça. Alors, peut-être qu'on peut... C'est là, c'est dans l'espace. On n'a pas besoin de... Oh, bien sûr, tout... Alors, si on devait être bien vivre comme ça, tout ça, formidable, moi, je suis d'accord. Moi, j'ai rien eu de tout ça, tu comprends? Tout ce qu'elle dit à Boujna, c'est ce qu'elle avait envie de dire à son mec, à sa mère, à sa fille, à la terre entière. Voilà. Donc, encore une fois, le reporter n'est jamais mort chez moi. J'arrive à être encore le reporter de mes propres histoires. Il y a autant de façons de diriger un acteur qu'il y a d'acteurs. Ouais. Je fais du sur-mesure. Je veux dire, on ne dirige pas Belmondo comme on dirige Huster. Il faut réinventer la direction d'acteur pour chaque acteur. On ne peut pas... Ce qui vous a servi avec l'un ne va pas vous servir avec l'autre. Et en plus, moi, je dirige des hommes et des femmes que j'aime à titre personnel, que je respecte comme amis, qui m'épatent, qui ont du talent et que je connais bien. C'est des gens avec qui j'ai mangé, dîné, voyagé. C'est des gens que j'ai appris à connaître. Et on ne peut diriger que des gens qu'on connaît bien. Je veux dire que demain matin, si vous m'amenez des acteurs que j'ai jamais vus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la régie. Vous voyez ce que je veux dire? On va lire le scénario. Bon, ça je fais. J'ai pas envie de faire. Ouais. Si vous faites un travelling sur un acteur, vous démarrez en plan large. À 10 mètres de la caméra, il peut en faire plus que lorsque vous serez à 50 cm. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de lui, il va falloir qu'il réduise son jeu. Les grands acteurs savent à quel moment la caméra va s'intéresser à eux, plus ou moins. Ils voient très bien sur un panoramique s'ils sont dans le champ ou pas. Je veux dire qu'on joue avec une caméra comme on joue avec les gens. Si vous êtes loin, je vous fais « Ouh, ça va ?» Et au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de moi, je ne vais plus vous faire « Ouh » quand vous êtes à 1 mètre de moi. Voilà, et ben c'est ça un peu. On simplifie les choses, ouais. Mais il faut apprendre à jouer. Et puis il y a des caméras qui sont amoureuses de certains visages, ce qu'on appelle la photogénie. Donc quand vous filmez Belmondo, la caméra elle est folle de lui. Quand vous filmez du Jardin, les Gabin, du Funès, la caméra se régale. Ils jouent avec d'autres acteurs, mais ils savent jouer avec la caméra. Ils savent ce que c'est qu'un 50 mm, ils savent ce que c'est qu'un 24 mm, ils savent ce que c'est qu'un objectif de très courte focale qui va peut-être les déformer. Voyez, voilà. Donc, moi, je me rappelle un jeu avec Michel Morgan, on avait une salle, on faisait un plan sur elle, et le chef opérateur s'emmerdait depuis 1 heure. Il y avait plein de projecteurs, il n'arrivait pas à effacer une ombre. Il était emmerdé, il me dit, écoute, je sais pas, il y avait tellement de glace et de reflets. Et à un moment donné, Michel Morgan lui dit, c'est ce projecteur-là. Et c'était ce projecteur-là qu'il fallait bouger. Donc l'actrice savait. Elle pouvait être chef opérateur. À l'époque où la pellicule coûtait très cher, et qu'on n'en avait pas beaucoup, on ne tournait pas de la même façon. On répétait beaucoup. Parce que la pellicule coûtait très très cher. Aujourd'hui, avec le numérique, je peux tourner pendant 1 heure. Il n'y a pas besoin de recharger la caméra. Et donc, je fais 5, 6 ou 7 prises dans la même prise. C'est-à-dire que je ne repars pas au clap. Une fois qu'ils sont dedans, une fois qu'ils sont chauds, et c'est vrai que quand on tourne sans cesse et qu'on reprend les prises sans refaire le clap, sans refaire des raccords de maquillage, sans dire on s'arrête 1 seconde, sans que l'acteur ait le temps de téléphoner ou boire un café, ça change tout. Quand je pars, on part des fois pour 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes, et après on travaille en direct, je sculpte. Redis cette réplique. Non, oui, un peu plus, un peu moins. Non, descends, ferme les yeux. Et on le fait en direct. On le fait en direct, alors qu'avant, à cause de la pellicule, donc je vois très bien que mon cinéma a changé complètement avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, je peux faire des plans séquences de fou avec mon portable, parce que ça pèse rien du tout, et je peux aujourd'hui faire des plans que j'aurais jamais fait avec les grosses caméras à l'époque qui étaient trop lourdes. Quand je fais les uns les autres, je tourne en 35 mm avec des zooms
Les plans séquences que je fais, heureusement, j'étais plus jeune à l'époque, j'avais de la force physique. Et aujourd'hui, ce portable me permet encore, à l'âge que j'ai, de faire le fou avec ma caméra. Mais je pourrais plus le faire avec des 35 mm et des magasins de 300 mètres. Quand j'arrive dans la salle de montage, c'est comme si j'étais dans une cour d'assises et qu'on allait me donner le jugement. Là, je peux plus tricher. C'est dans les salles de montage que j'ai été le plus heureux et le plus malheureux. Parce que là, j'ai le résultat. D'un seul coup, au tournage, on dit on verra au montage. Mais au montage, on ne peut pas dire je verrai après le montage. Le montage, c'est le verdict. D'un seul coup, on vous dit si vous avez raison, si vous avez tort. Si c'est bien ou si c'est mal. Et on peut rattraper énormément de choses. Moi, je monte avec mon monteur. Je veux dire que c'est bien qu'on soit deux. Mais on monte ensemble. Lui fait le ménage, dégrossit, enlève toutes les saloperies. Il n'a pas besoin de moi pour enlever les saloperies. Et après, quand on a fait le ménage, qu'on a gardé le meilleur, c'est à ce moment-là qu'on travaille ensemble et qu'on voit comment, s'il faut être plus sur l'un ou sur l'autre. Et puis, au montage, on voit que les gens qui écoutent, des fois, sont plus intéressants que ceux qui parlent. C'est à ce moment-là qu'on voit que celui qui écoute reçoit des émotions, passe par l'étonnement, a envie de rire ou de pleurer, parce que celui qui reçoit des informations, c'est lui qui est touché. Vous voyez, c'est lui qui... il apprend la mort de quelqu'un. Parce que ça peut être le spectateur, finalement. Comment ? Celui qui reçoit peut être le spectateur. Mais évidemment. Donc, au montage, c'est là où le film se dessine, c'est là où il se fabrique. Et c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. Et puis, c'est vrai que il y a des soirs au montage, quand c'est pas bon, on a envie de se suicider. Et puis, les jours où ça marche, on a envie de boire 60 bouteilles de champagne. Et redis-moi bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Je m'en suis rendu compte après. Bonjour. Voilà, tu vois. Tu le sens de toi-même maintenant. Ouais. Quand je tourne la scène des Bonjours, je savais qu'il y avait des choses formidables, mais est-ce que ces choses-là n'allaient pas se contrarier ? Est-ce qu'il y aurait une chronologie ? Est-ce que ça tiendrait la route ? Quand j'ai monté cette scène, j'avais une scène de 20 minutes qui était sublime. Et je me suis dit, je peux pas mettre une scène de 20 minutes d'une scène qui n'était pas prévue. J'en ai gardé que 7, ce qui est déjà énorme. Voilà. Mais c'est vrai que les 20 minutes étaient jubilatoires. On ne détient pas la vérité. Moi, je peux pas. Aujourd'hui, j'ai créé des ateliers de cinéma à Beaune où j'essaye de transmettre les 2-3 choses que j'ai apprises à des fous de cinéma, à des passionnés de cinéma. Et la meilleure école du monde, c'est quand ils assistent à un tournage. C'est quand ils voient comment on fait le film. Vous voyez ? Et quand ils peuvent parler avec le chef opérateur, avec la chef maquilleuse, avec l'ingénieur du son, avec les acteurs. Voilà. C'est les meilleurs professeurs du monde. Moi, j'ai appris ce métier en 3 semaines en étant stagiaire sur un film de Léo Jouanon. Ça s'appelait L'homme aux clés d'or. Et c'est en regardant les autres travailler que j'ai inventé mon cinéma. Par exemple, quand on faisait des gros plans sur Pierre Freinet à un moment donné, et Girardot était derrière la caméra et donnait la réplique. Et je disais, mais pourquoi on la filme pas elle ? Parce qu'elle était géniale. Et après, on faisait les plans sur Girardot. C'était Pierre Freinet était barré, c'était la script qui donnait les répliques. Je me disais, mais c'est terrible. Il faut tourner à 2 caméras. C'est comme ça que j'ai eu l'idée, après, quand j'ai fait du cinéma, de tourner à 2 caméras. Parce que je me dis, celui qui parle et celui qui reçoit l'information sont aussi importants. Donc, c'est en voyant les défauts de cette époque, c'est dans les années 57, etc., c'est en volant qu'on apprend. Il faut voler. Vous voyez ce que je veux dire ? Un professeur, il en fait un peu des tonnes, il impose sa dictature, il fait le malin. Il faut se méfier des profs. Mais un mec qui bosse, un mec qui a les mains dans le cambouis, il triche pas. Et c'est en regardant travailler ceux qui savent travailler qu'on apprend. Moi, j'ai appris, tout ce que j'ai appris, c'est en observant. Et je prends ce que j'ai envie et je prends pas. Je dis, merde, c'est une connerie qu'il a fait là. Il n'aurait pas le travelling. Oh merde, voilà. Je vais pas aller le dire au metteur en scène, vous avez fait un travelling à la con. Mais je peux le dire à moi-même. Et je me dis, si un jour je fais un film, ben, je ferai pas un travelling à la con comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est en volant aux autres qu'on apprend. La meilleure école du monde, c'est le vol. J'ai eu la chance de faire des Scopitones. Elles sont toutes belles
belle comme le jour. Et là, j'ai compris à quel point la musique était un acteur fondamental, essentiel, et à quel point la musique parlait à notre irrationnel. Il y a le rationnel et l'irrationnel. Le rationnel nous dit qu'on est mortel, l'irrationnel nous dit qu'on est là pour toujours. Je veux dire que qu'est-ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel, c'est la musique. Moi, quand je vais pas bien, le premier médicament que je prends, c'est que j'écoute un morceau de musique. Après, je viens au cachet, les antibiotiques beaucoup plus tard. Mais d'abord, je commence par la musique. La musique vous élève. La musique, elle vient d'en haut. J'ai envie de dire que c'est le langage de Dieu. Que d'un seul coup, le divin s'intéresse à vous et vous caresse et vous emmène ailleurs. Vous regardez 10 000 personnes qui écoutent un concert de musique, ils sont au paradis. Ils sont au paradis. Prenez les mêmes en train d'écouter un discours politique, vous verrez où ils sont. Vous allez voir, est-ce que je comprends, voilà. Donc, si vous voulez, la musique, quand je mets de la musique dans mes films, c'est comme si j'invitais le divin. Et la musique fait décoller les sentiments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec le rationnel, je fais rire et pleurer. Avec la musique, je peux filer la chair de poule. Et la chair de poule, c'est ce qu'il y a de plus beau au cinéma. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a tant de musique dans mes films. Je ne conçois pas un film sans musique. D'ailleurs, j'enregistre toujours la musique de mes films avant le film. Je veux dire que je n'ai jamais fait la musique d'un film après. Quand on fait la musique d'un film après, c'est pour boucher les trous. C'est pour rattraper les coups. Mais moi, ma musique, c'est un personnage. C'est un personnage qui joue avec les acteurs. Et donc, j'enregistre la musique avant. Je fais un homme et une femme, on enregistre toute la musique avant. Toute la musique du film est enregistrée avant le tournage. Donc, sur le tournage, je faisais écouter la musique aux acteurs. Le musicien est la première personne à qui je raconte mon film. Donc Francis Lay était la première personne à qui j'ai raconté un homme et une femme. Il y avait Francis Lay et Pierre Barou. Ils étaient ensemble. Je leur ai raconté, je leur ai dit, écoutez, maintenant, racontez-moi la même histoire avec des notes de musique. Et puis 3 semaines après, Francis m'a fait écouter certains morceaux, et puis après on a travaillé. Mais à partir de si vous faites une musique sur des images, vous allez faire un pléonasme. Vous allez renforcer l'image. Vous allez renforcer. D'un seul coup, l'image va en faire des tonnes. Vous voyez, je veux dire. Alors que si on fait la musique avant, elle parle du même sujet, mais autrement. Je veux dire que ce que j'aime le plus dans la musique, c'est le jazz. Moi, mon cinéma, c'est du jazz. Il y a les figures imposées et les figures libres. Il y a le thème, et puis ensuite, ce que chacun fait de ce thème. Voilà. Donc, si je vous raconte une histoire, et vous allez la raconter ce soir à votre femme, vous n'allez pas la raconter de la même façon. C'est du jazz. Vous voyez ? Vous allez raconter la même histoire, mais avec d'autres mots. Et avec votre personnalité. Vous voyez ? Et puis après, une autre personne la racontera. Regardez, les gens qui racontent des blagues, il y a ceux qui savent les raconter, ceux qui ne savent pas les raconter. Et la même blague, c'est le même thème. C'est la même histoire, mais qui prend une autre dimension. Dominique.